Salut! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous narrer la nouvelle d'un auteur que j'ai découvert récemment et qui m'a interpellée. Donc, bien évidemment, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse donc avec la lecture audio de cette nouvelle. Bonjour, je suis le docteur Cosme. Oui, oui, docteur, je vous ouvre. Poussez fort, le portail s'est grippé. Une sonnerie désagréable agressa mes tympans fragiles, déjà engagés dans la lutte contre une mélodie obstinée. C'était le signal pour que je pousse, de mes bras faiblards, ces tubes en fer qui finissaient en pointe à 2 mètres au-dessus de ma tête. Merci, dis-je simplement à cette voix aimable dans l'interphone, après avoir difficilement ouvert la protectrice structure métallique. J'empruntais une allée rectiligne de gravier blanc, ombragée par un groupe de pins parasols qui me rappelait vaguement l'ambiance apaisante d'un lieu tempéré. Au bout de ce chemin doux, au pied d'un joli bâtiment cubique aux fenêtres soigneusement alignées, se trouvait la porte d'entrée de l'établissement psychiatrique dans lequel j'allais prendre mes nouvelles fonctions. Cette ancienne bâtisse avait été aménagée en clinique spécialisée en 1989. Sa façade blanche paraissait rénovée depuis peu, car je vis des planches et des morceaux d'échafaudage oubliés sur un coin du bâtiment. J'entrai. À l'intérieur, dans un vaste hall voûté résonnant de mes pas timides, une charmante et sensuelle jeune femme mince aux grands cheveux bruns s'avança vers moi, la main tendue. C'était ma nouvelle secrétaire médicale qui m'accueillait avec enthousiasme. Ses subtiles lèvres dessinées de main de maître, ainsi que son nez légèrement en trompette, me captivèrent aussitôt. Son parfum, aux senteurs florales, embaumait la pièce avec un tel soin et une telle justesse qu'il infiltra avec art le passage savoureux de mes narines réceptives jusqu'à mon émotion olfactive. Ce qui me séduisit aussi, c'est qu'elle avait épinglé une rose blanche sur la poche de sa blouse. Ça lui donnait un style. Sa simple présence illuminait ce pauvre hall sombre. Je lui serrai la main avec la délicatesse qu'une telle dame suscite, mais avant que l'on entame les coutumières présentations, elle m'informa que j'aurais à traiter 2 patients le jour même. Ils avaient été admis ce matin-là et installés au 3e étage dans des chambres qui portaient étrangement chacune le même numéro 8. Puis, avec ses grands yeux ronds et bridés à la fois, d'un brun clair ravissant, elle me fixa en me demandant d'une voix cristalline. « Ça ira, docteur, vous avez l'air fatigué. » « Ne vous inquiétez pas, le voyage a été un peu éprouvant, un bébé a pleuré pendant toute la durée du vol. Alors je n'ai pas beaucoup dormi depuis hier. » « Oh, ce n'est pas de chance. Et la maman n'a pas réussi à le calmer ? Elle est synonyme de réconfort pourtant. » « Malheureusement non, mais ce qu'elle a fait est inédit. Elle a distribué à chaque passager un petit sachet contenant des friandises et des bouchons pour les oreilles avec un petit mot. « Bonjour, je m'appelle Kevin et j'ai 4 mois. Je suis un peu nerveux car c'est mon premier vol. Je vais essayer d'être calme, mais je ne peux rien vous promettre. Je vous prie de m'excuser. » « C'est incroyable. J'apprécie le travail de cette femme, » me dit-elle en posant les 2 mains au milieu de sa poitrine. C'est sûr, personne ne s'est énervé sur le coup. Et tant mieux pour elle. Je vais vous conduire tout de suite à votre logement au 6e. C'est une chambre chaleureuse, vous verrez, docteur. Vous pourrez vous reposer un peu. Oui, merci, fis-je réconforté. Mes premières impressions à son égard furent positives. Je compris très vite qu'elle serait une collaboratrice énergique et compétente. Je la suivis dans une vieille cage d'ascenseur qui nous transporta bruyamment jusqu'au dernier étage, puis je longeai le couloir pour entrer dans ma nouvelle demeure en la remerciant encore, sans même lui avoir demandé son prénom. Comme ce poste ne m'avait été offert que la veille, je n'avais pas eu le temps de chercher un appartement. On m'avait proposé de loger sur place jusqu'à ce que ma situation se stabilise. Ma situation, une singulière ambiguïté internée dans un profond marasme. Je souffrais depuis peu d'une amnésie partielle. Je ne me souvenais que de mon identité, de mon métier, de quelques numéros administratifs et de l'endroit sordide où je m'étais réveillée un matin neigeux. Dans une partie de ce qu'il me restait comme mémoire, je savais que je n'avais pas d'enfant, mais quant à me rappeler si j'étais en couple, impossible. Je ressentais aussi une infime tristesse, comme un sentiment d'abandon, mais ça n'était pas très clair. Par contre, ce qui était sûr, c'est que je ne devais pas révéler ce comble. Un psychologue soudainement foudroyé par une amnésie, ça n'aurait pas fait très sérieux.
Je déposai ma modeste valise sur un grand lit aux draps proprement repassés. Je l'ouvris et rangeai mes nouveaux vêtements dans une longue armoire en bois installée près de la fenêtre. J'ôtai ensuite mes chaussures pour fouler la soyeuse moquette grise jusqu'à la salle de bain. J'y fis une légère toilette. Cet endroit coquet ressemblait plus à une chambre d'hôtel qu'à une chambre d'hôpital. Il devait servir à accueillir les familles des patients qui venaient de loin. Après m'être soigneusement lavé les mains, je m'allongeai sur le lit et contemplai les cimes aplanies des pins à travers les carreaux lumineusement astiqués. Mes paupières ne résistèrent pas longtemps au spectacle botanique. Je m'endormis profondément. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappa à ma porte. Je me réveillai en sursaut avec encore cette mélodie rémanente dans les oreilles. « Oui, fis-je d'une voix flasque. C'est Catherine, votre secrétaire. » Je sus comme ça son prénom sans avoir eu à lui demander. « Entrez !» Je vis alors la petite poignée de porcelaine s'abaisser lentement, en une grâce dont la seule jante féminine a le secret. Catherine entra avec retenue. Elle me dit, en atténuant poliment sa voix, « Désolée, docteur, mais il faut que je vous donne les dossiers de vos patients. »« Oui, bien, déposez-les sur ce meuble à votre droite, merci. »« Il est presque midi. Vous désirez déjeuner ici ou au restaurant en ville ?» Je compris à son intonation que mon prédécesseur s'offrait le luxe d'une bonne table, mais je restai modéré. « Ici, Catherine, j'ai cru voir la salle à manger au rez-de-chaussée, c'est ça ? » ?»« Oui, docteur, je vous y attendrai. Comme cela, je vous expliquerai le fonctionnement de la clinique. »« Parfait, Catherine, mais je suis désolée de vous poser cette question. Vous ne portiez pas des sortes de ballerines rouges tout à l'heure ? » ?»« Oui, docteur, c'est qu'elles me serraient trop, je les ai changées. » « Celles-ci sont jolies aussi. Merci, docteur. Je vous en prie, à tout à l'heure. »« À tout à l'heure, docteur. » Elle referma la porte sans aucun bruit. Cela me plut, j'en ressentis un effet reposant. Cet égard simple me toucha sensiblement. Je me demandais alors pourquoi une si légère attention me faisait autant de bien. Qu'avais-je subi pour en arriver là ? Mais ce n'était pas le moment d'investiguer sur mon cas, il fallait que je me concentre sur mon nouvel emploi. Plus tard, lorsque nous fûmes, elle et moi, attablés devant nos assiettes d'enfantin cordon bleu accompagnées de frites, la première question qui me vint à l'esprit fut de lui demander pourquoi ces chambres portaient le même numéro. Mais une autre interrogation interférait. Pourquoi le personnel de la clinique, déjeunant autour de nous, dans cette pièce bruyante aux odeurs chaudes d'aliments insipides, nous ignorait-il ? Regrettait-il mon prédécesseur au point de ressentir envers moi une insidieuse antipathie nostalgique ? J'en revins quand même à ma première énigme en ignorant ces malpolis. « Catherine, pourquoi ces deux chambres portent-elles le même numéro ?»« Oui, elles ont le numéro 8, me répondit-elle, une frite admirablement saisie entre ses superbes incisives. « Mais pourquoi les deux ?»« Eh bien oui, c'est bien ça, le numéro 8, docteur, me confirma-t-elle avec un ton étrangement sincère. Non, d'une irréfutable sincérité. Il est vrai que depuis cette amnésie, je percevais le monde d'une façon inédite. Ne pas bien comprendre d'où je venais, ce qu'était réellement l'univers qui m'entourait et ce qui m'avait construit en tant qu'homme de science, tout cela bouleversait mon entendement. Dès lors, j'esquivais ce genre de situation. Les chambres avaient le même numéro. C'est normal, me dis-je. Catherine m'expliqua ensuite l'organisation de l'établissement avec un professionnalisme que j'évaluais positivement. C'était une clinique psychiatrique de nerfs nouvelle. Les patients n'y étaient internés que pour des problèmes sentimentaux, ou plutôt des anomalies sentimentales. Je savais que j'étais spécialiste de ces pathologies, car je crus me rappeler que mon entretien d'embauche avait été concis. Votre premier patient se prénomme Stuart. Il est convoqué dans votre cabinet à 14 heures. Le second, Davy, viendra à 15 heures. D'accord, Catherine, mais je n'ai qu'une petite heure pour étudier leur cas, alors ? Docteur, oui ? Ne me dites pas que c'est trop peu pour vous. Votre réputation vous précède. Ah, oui, bien sûr, c'était une boutade, Catherine, lui répondis-je en tartuffe improvisé. Mon handicap m'avait honteusement trahi. Après ce petit embarras, Catherine sortit une feuille et un stylo de son sac à main, puis rédigea une lettre tout en riotant la bouche fermée. J'en fus gêné, non pas que je trouvais incorrect le soudain déni de ma présence, mais parce que je ne pouvais m'empêcher de tenter de lire les mots superbement calligraphiés au bout de sa délicate main droite. Au final, je ne pus en déchiffrer grand-chose. Ce qui me surprit, c'est qu'elle signa la lettre d'un autre prénom que le sien. Je n'osai la questionner.
Après m'être délectée d'une île déserte flottante, je remontais dans ma chambre. J'y feuilletais les dossiers. Mon premier patient, Stuart, un brillant étudiant en musicologie, était ici à cause d'une relation amoureuse complexe qui n'avait jamais débuté. L'autre, Davy, un jeune informaticien, avait détruit sa compagne artificielle. Je devais comprendre au plus vite les cas de ces garçons et déjà mettre au point de solides plans de guérison. J'étais le docteur Cosme, éminent spécialiste en psychologie sentimentale. Ça devait être un jeu d'enfant. Après avoir survolé les dossiers, je descendis au 4e étage où se trouvait mon cabinet, comme me l'avait indiqué ma secrétaire. À l'extrémité d'un long couloir aux murs horizontalement bicolores et au parquet brillamment entretenu, se trouvaient de multiples portes. L'une d'elles attendait que je l'habille de mon nom. Catherine m'avait donné une affichette adhésive portant des lettres majuscules soigneusement imprimées. Lorsque ce fut exécuté avec fierté, j'entrai. Surpris, je ne trouvais qu'une pièce exiguë avec un petit bureau en bois, enserré d'une chaise à roulettes et d'un haut fauteuil en cuir devant une imposante fenêtre nue. Le divan dont je gardais un souvenir ne semblait pas convenir à cette psychothérapie-là. Je fus un peu déçu, mais la clarté qu'offrait cette grande fenêtre compensa ce petit mécontentement. Machinalement, je plaçai face à elle l'assise de mon siège. Une situation me revint alors en tête. Ma mémoire fragmentaire me renvoyait parfois des images aussi brèves que claires. Je me souvins que je ne voulais pas voir mes patients pendant les séances de diagnostic. Cela devait être ainsi que je procédais, comme les jurés de ce télécrochet musical qui écoutaient les ambitieux candidats le dos tourné, délestés de tout préjugé physique. Oui, c'était ça, je m'en souviens précisément. Comme eux, pas de préjugés physiques. Au-dessus de la porte, une bruyante horloge ronde à aiguille affichait 13h50. Mon premier patient allait bientôt arriver. J'étais déconcertée par le mobilier de mon nouveau cabinet, mais il fallait que je détourne ce mécontentement pour laisser place à ma rigoureuse concentration scientifique. Il ne me restait que 10 minutes pour réétudier le dossier de Stuart. En résumé, il était tombé fou amoureux d'une fille qu'il avait raccompagnée chez lui après le lycée. Depuis ce jour-là, il multipliait les plans pour la conquérir. Le problème, c'est qu'elle s'était mariée pendant que ses stratégies foisonnaient. Il a atterri ici, traumatisé. Quelqu'un frappa à la porte. « Oui, une petite seconde, » dis-je en m'asseyant face à la fenêtre. Jambes croisées, avant-bras sur les accoudoirs, j'envoyai un autoritaire « Entrez !» J'entendis la porte s'ouvrir avec indécision. Cela heurta mon jugement. La personne qui pénétrait dans mon cabinet devait être atteinte d'une invalidante timidité. Je ne m'arrêtai cependant pas à ce prompt constat, la psychologie humaine étant d'une rare complexité. Dans le mille, j'entendis, en même temps que je voyais 2 tourterelles se poser sur un câble téléphonique, un bref et assuré « Bonjour docteur » d'un aplomb exemplaire. Je ravalai ma première impression. « Bonjour, vous êtes Stuart ?»« Oui, docteur. »« Asseyez-vous, jeune homme. »« Merci, docteur. » Avant que l'on entame notre séance, je voudrais juste vous signaler que nous garderons ces positions. Ne vous inquiétez pas, c'est ma technique de psychothérapie. D'accord, docteur. Quel âge avez-vous, Stuart ? 18 ans. Vous êtes ici de votre plein gré ? Oui, docteur. Comment avez-vous connu cette clinique ? Je ne sais pas, docteur. Pour moi, elle a toujours existé. Ah bon ? Vous habitez près d'ici ? Non, docteur. Alors, comment connaissez-vous ce lieu depuis toujours ? Je ne sais pas, c'est normal que ce soit ici, me répondit-il d'un ton neutre. J'abandonnai lâchement cette investigation. Oui, j'ai parcouru votre dossier et la question que je dois vous poser est « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» Ma guérison, docteur. Bien, alors, êtes-vous prêt à me révéler les plus intimes recoins de votre esprit ? Même de mon âme, docteur. Cette réponse me soulagea. Je n'allais pas subir d'impromptues réserves qui entraveraient mon travail. Je lui parlai loyalement. Je vais être clair avec vous. Le mal dont vous souffrez ne se guérit qu'avec un seul et unique remède, le temps. Ce que nous allons faire est seulement de tenter d'accélérer ce processus. Vous comprenez bien, Stuart ? Oui, docteur. Ok. Tout d'abord, racontez-moi la fameuse rencontre. D'accord. Elle m'avait pris en stop un après-midi après mes cours. Quand je suis entrée dans sa voiture, son visage était embrumé par la fumée des champs de maïs qu'on brûlait au bord de la route. Et au travers du nuage, j'ai vu un ange, docteur. C'était le visage d'un ange.
Quand elle a démarré et que j'ai mieux distingué les traits délicats de ce portrait divin, mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. L'élocution de ce garçon me plut. Il parlait comme un homme d'âge mûr. « Et de quoi avez-vous discuté, Stuart ?»« Je ne m'en souviens plus, docteur. J'étais hypnotisée par cette fille. Je voyais même son aura. » C'est une très très forte sensation que vous avez eue là. Énorme, docteur. Elle vous a ramené chez vous? Oui, docteur. Vous lui avez bien demandé son prénom, son nom. Ah non, docteur, je n'ai pas osé. Comment l'avez-vous retrouvée? Je ne l'ai jamais retrouvée. Ah bon? Mais vous savez qu'elle s'est mariée. Comment expliquez-vous ça? J'ai vu sa photo dans un journal. Quand? Il y a 3 mois. D'accord, mais avant cela, vous avez essayé de la revoir quand même. Oui, les champs de maïs, j'allais souvent à cet endroit. Vous avez refait de l'autostop. Oui, docteur. Et alors? Elle n'était plus là. Je ne l'ai plus jamais croisée sur cette route. Et vous avez tenté d'autres choses pour la retrouver? Oui, bien sûr, j'ai voulu me faire embaucher dans cette exploitation agricole, mais on a refusé mes services. Vous saviez qu'elle y travaillait? Oui, docteur, les vêtements qu'elle portait étaient ornés du nom de cette exploitation. D'accord, mais ça ne devait pas la mettre en valeur alors. Docteur, porté par elle, l'accoutrement le plus repoussant deviendrait une tenue de haute couture. Oui, je vois. Je n'ai jamais vu au monde une fille aussi belle, docteur. Je vois. Docteur? Oui, pardon, vous disiez? Vous ne m'écoutiez plus, docteur. Désolé, Stuart, vous avez raison, j'ai été déconcentrée. Vous pouvez me la décrire physiquement? C'est important pour vous? Oui. Alors, oui, bien, elle avait des cheveux noirs, longs et soyeux, et les yeux noirs. C'est tout, Stuart? Et son visage? Son visage, en fait, rien n'était en trop, ni ne manquait. Tout semblait synchronisé par une horloge divine. C'est difficile d'en dire plus, docteur. D'accord, Stuart, mais pourquoi parlez-vous d'elle au passé? Pardon? Vous avez dit « elle avait ». Oui, quand j'étais avec elle, dans la voiture. Ah, mais il serait plus convenable d'employer le présent, à moins qu'aujourd'hui, elle n'ait plus les cheveux noirs ni les yeux noirs, vous comprenez? Oui, je comprends, docteur. Vous l'avez tué, Stuart. Pardon? Vous avez tué cet ange? Mais non, mais non. Je l'entendis se lever brusquement. Les petits trous de la chaise couinèrent amèrement sur le parquet. Calmez-vous, Stuart, calmez-vous, c'était une image. En parlant d'elle au passé, vous m'avez révélé quelque chose. Vous avez presque fait le deuil de cette fille. C'est un progrès colossal, je vous le dis. Ah bon, vous m'avez quelque peu troublé, docteur. Il se rassit en soufflant son tracas. Oui, désolé, ça fait partie de ma technique. Et quand a eu lieu cette rencontre? Il y a 1 an, jour pour jour. Ah bon? Oui, docteur. Vous l'avez donc recherchée pendant tout ce temps? Oui, docteur, c'était étrangement excitant de faire des plans pour la retrouver. Je fantasmais beaucoup, c'était fascinant. Mais maintenant qu'elle est mariée, je ne fais qu'imaginer ce que ma vie aurait pu être avec elle. Je souffre à chaque fois que je revois son beau visage emplumé dans cette voiture. Qu'est-ce qui vous rappelle le plus cette fille? L'odeur des champs brûlés. Ah oui? Et vous ne pouvez pas l'éviter? Oh non, sinon il faudrait que je déménage. Le vent emporte la fumée jusqu'à chez moi. Je vois. Mais sachez que vous êtes sur la bonne voie, Stuart. Nous allons stopper cette séance. Je vous reverrai en fin d'après-midi. Je pense que j'aurai un remède pour vous. Bien, docteur. À quelle heure? Je viendrai vous chercher dans votre chambre. Je préfère que vous me donniez une heure de rendez-vous, docteur. Désolé. Oui, bon, 17 heures? Cela vous convient-il? Oui, docteur, merci. À tout à l'heure, Stuart. Le jeune homme quitta mon cabinet en manipulant la porte de manière plus abrupte que lorsqu'il était entré. C'était un bon signe. Pendant ce court mais fructueux entretien, j'avais brièvement aperçu par la fenêtre une jeune fille qui se promenait dans le petit parc de la clinique. Elle était vêtue d'une sorte de robe traditionnelle cousue de multiples pièces colorées qui détonnaient avec son jeune âge. Sa présence et son accoutrement m'ont troublé, ce qui m'a valu la petite déconcentration que Stuart ne manqua pas de me faire remarquer.
Je décidai de me rendre dans le parc pour tenter de la rencontrer. Dès que je sortis de mon cabinet, j'entendis quelqu'un fredonner la mélodie qui trottait dans ma tête depuis quelque temps. J'en fus extrêmement surpris. Le son aigu et fluet provenait du fond du couloir, après l'ascenseur. Je m'y précipitai à grande enjambée, essayant de ne pas glisser sur le parquet fuyant, et j'arrivai en haut des escaliers de l'étage. J'aperçus fugitivement le bout des longs cheveux de ma secrétaire disparaître au niveau inférieur. C'était elle qui chantonnait. Je descendis les marches 2 par 2 pour rattraper Catherine, mais plus j'avançais, plus le son mélodieux m'échappait. Hélas, je ne la rejoignis jamais. Elle avait disparu dans les couloirs de la clinique avec cet air qui filait suavement de sa jolie bouche. Je me retrouvai au rez-de-chaussée, bredouille. Je sortis de l'établissement quelque peu déconfit et marchai vers le parc tout proche à pas contrariés. Cet endroit était un délicat petit coin de verdure bien entretenu. Arrivé sur place, l'odeur marquée des haies de buis qui cheminaient élégamment autour d'un jardin fleuri me rappela subitement mon enfance. Tiens d'ailleurs, où l'avais-je passé ? Je ne pus répondre à la question. Entre ces arbustes aux feuilles persistantes parfaitement taillées, une allée de terre me conduisit devant un grillage bas qui encerclait une mare d'eau claire. Sur la surface plane flottaient calmement de beaux nénuphars au-dessus de carpes chinoises qui nageaient en rond. Dans ce lieu apaisant, je ne trouvais qu'une vieille dame assise sur un banc en métal verni derrière le point d'eau. Elle semblait étrangement dialoguer avec elle-même grâce à un petit miroir qu'elle tenait dans l'une de ses mains usées. Je ne voulus pas la déranger. De toute façon, même si la jeune fille était passée devant elle, elle ne l'aurait pas vue. Cette dame âgée paraissait être dans son monde. Encore déçu de ne pas avoir atteint le bout de mon investigation, je fis demi-tour pour regagner l'établissement. C'est alors que, peu avant l'entrée du bâtiment, un merle vint se poser inopinément sur les graviers à quelques mètres devant moi. Bizarrement, lorsque je passais à côté de lui accompagné du bruit des petits cailloux qui s'entrechoquaient sous mes chaussures, il ne s'en voula pas comme l'aurait fait un merle digne de ce nom. J'en profitai avec joie pour contempler ses luisantes plumes noires et son grand bec orange. Curieusement, il se mit à chanter comme s'il s'adressait à ma personne. Son petit cou s'allongeait à chaque nouveau trémolo et sa tête semblait s'orienter pour que l'un de ses yeux se trouve toujours en face de moi. Soudain, à ma totale stupéfaction, je vis clairement l'onde sonore de cette mélodie enivrante se matérialiser en s'envolant au-dessus de lui. Et c'est en suivant du regard cette jolie sinusoïde s'élevant au ciel, tout ébahi, que j'aperçus la silhouette de la fameuse jeune fille derrière le rideau entrebâillé d'une fenêtre au 3e étage. Elle semblait m'épier. Je lui fis alors un signe amical de la main, mais ce geste de politesse sembla la contrarier. Elle disparut derrière le long tissu opaque et le reflet de la vitre. L'onde en fit autant, le merle s'envola. Je me retrouvai seule en une fraction de seconde. L'instant entre ces étranges présences et mon corps isolé sur ces graviers froids fut si vif qu'il agita encore en moi ce sentiment d'abandon. L'infime tristesse revint sournoisement déranger mon esprit désorienté. Je me dis illico que j'étais le docteur Cosme, éminent spécialiste en psychologie sentimentale, que j'avais 2 patients à traiter et que je n'allais pas faire de l'introspection. Ce n'était pas le moment. Cette petite sortie me laissa toutefois à nouveau perplexe quant à la notion du monde sensé dans lequel je croyais vivre avant cette fichue amnésie. Si l'on m'avait dit que les extraterrestres étaient parmi nous et que l'on avait percé les secrets de l'univers, j'aurais acquiescé sans contestation. En rentrant dans la clinique, je vis Catherine s'avancer vers moi en me présentant les paumes de ses mains au bout de ses minces bras tendus. Elle ne portait plus sa rose, j'en fus surpris. Elle me dit avec un sourire attrayant : « Ah, vous voilà, docteur, je vous cherchais. »« Oui, Catherine, je suis passée à votre cabinet, mais vous n'y étiez pas. Oui, j'étais au parc. Vous avez eu raison, c'est sympa cet endroit. Vous avez regardé sous le lierre ? » ?»« Le lierre, non. J'ai bien vu que vous aviez remarqué que je ne portais plus ma rose. Je l'ai peut-être cachée sous le lierre. »« Ah bon ? Oui. Quelqu'un était au parc ? Une vieille dame ? Ah oui, je la connais bien celle-là. Mais avez-vous vu quelqu'un d'autre ? Non, Catherine, pourquoi ? Peu importe, docteur. Votre second patient voudrait vous voir dans 5 minutes. Pouvez-vous le recevoir ?
Oui, bien sûr. D'accord, docteur, je monte le lui confirmer. Avant qu'elle ne parte, je ne pus m'empêcher de lui demander. Catherine, c'est bien vous qui chantonniez tout à l'heure dans les escaliers? Oui, peut-être, docteur, je fredonne souvent le même air en ce moment. Et quel air fredonnez-vous? Eh bien, mon air, docteur. Pardon? Oui, mon air, répéta-t-elle avec une expression qui ensoleilla son visage d'une probité souveraine. Tout comme pour le mystère des chambres 8 et de l'onde sonore, je ne voulus pas insister. Je lui rendis un rictus en un hochement de tête tellement maladroit qu'il ne sembla pas vraiment la convaincre. Je lui demandai prestement pour esquiver ce nouveau malaise. J'ai vu une jeune fille, elle semble séjourner ici, au 3e étage. C'est une de mes futures patientes? Oui, docteur, c'est Yanka. Elle est bulgare. Nous attendons l'arrivée d'un traducteur. Elle ne parle pas notre langue. Ah, d'accord. Elle m'a paru très timide. Elle l'est, docteur, elle l'est. Et dans quelle chambre elle se trouve? Eh bien, docteur. Oui, Catherine? Elle est dans la chambre 8. Je me doutais que ma question allait provoquer cette réponse, et rétorquai cette fois avec assurance. Oui, oui, Catherine, merci. Vous me préviendrez lorsque le traducteur sera ici? Bien sûr, docteur. Je montai vite rejoindre mon cabinet par les escaliers. Le vieil ascenseur venait de tomber en panne, un peu comme moi. J'arrivais assez essoufflé. Je m'assis sur mon siège en cuir face à la fenêtre et contemplai avec rancœur un beau ciel clair qui semblait provoquer le nuage noir que j'avais dans la tête. Quelqu'un frappa à la porte avant que je n'accepte l'affront. « Entrez, Davy », dis-je avec assurance. La porte mit un petit moment à s'ouvrir, mais je ne sus interpréter ce signe-là. Lorsque le jeune homme entra, après son « bonjour docteur », prononcé d'une voix très fine, mais non moins volontaire, je lui demandai « Bonjour, vous êtes bien Davy ?»« Oui, docteur. » Je lui ordonnai de s'asseoir et lui fis le même speech qu'à mon précédent patient. Curieusement, lorsque je l'interrogeai sur sa connaissance de la clinique, il me donna exactement la même réponse que Stuart. Allez, ce n'est rien, me dis-je, pour ne pas sombrer dans une paranoïa post-amnésique et pour éviter que le nuage ne déverse sa colère électrique dans ma tête. Je continuai. Pourquoi avoir choisi une compagne artificielle? Vous avez un complexe d'ordre physique, Davy? Non, docteur. Je vous avoue que vous êtes mon premier cas de la sorte. Cela ne vous dérange pas? Non, docteur, c'est normal que ce soit vous, ici, me répondit-il avec une formidable fluidité. Allez, ce n'est rien, et puis ce n'est peut-être pas mon premier cas, pensai-je nerveusement. Pouvez-vous me décrire son enveloppe? Oui, c'était juste un visage sur l'écran de mon ordinateur, de mon smartphone ou de ma tablette. Elle était partout avec moi lorsque je décidai d'ouvrir l'application. L'application? Oui, docteur, l'application. Ah oui, oui, bien sûr. Et ce visage, c'est vous qui l'aviez choisi, j'imagine? Oui, docteur, selon des centaines de critères prédéfinis, j'ai dessiné le visage de la femme de mes rêves. Pouvez-vous me la décrire? C'est important pour vous? Oui. Eh bien, j'avais choisi des cheveux noirs, longs et soyeux, des yeux noirs, un nez très fin et des lèvres juste assez pulpeuses pour que cela n'en devienne pas vulgaire. Tiens donc, comme Stuart, me dis-je. Docteur? Oui, oui, d'accord. Et vous m'avez bien dit « de mes rêves ». Vous n'avez jamais trouvé dans la réalité? Non, docteur, je ne l'ai même jamais vraiment cherché. Je ne la désirais que dans le rêve, non dans la réalité. Intéressant, Davy, intéressant. Avez-vous vécu une déception sentimentale majeure auparavant? Oui, docteur. Vous ne vouliez plus revivre une telle épreuve? Non, docteur. Et c'est quand même ce qui vous est arrivé? Oui, docteur. Vous êtes, comme on dit vulgairement, tombé de haut? Oui, docteur. C'est « oui, non, docteur » commençait à m'agacer. J'en riais cette assuétude. Et comment est arrivé le clash? Eh bien, un beau matin, lorsque je l'ai embrassée à travers l'écran avant d'aller à mon bureau, il y a eu une sorte de bug. Elle m'a appelé par un autre prénom. Ah bon? Oui, ce fut un baiser maladroit, mais je n'en ai pas vraiment tenu compte.
Ce n'est que lorsque j'ai eu le dos tourné, en regardant par-dessus mon épaule, que j'ai compris. Une peine immense m'a cogné avec la puissance d'un titan. Que s'est-il passé? Elle conversait avec quelqu'un d'autre que moi. Le bug s'était prolongé. J'ai su alors que ma compagne était la compagne de toutes les autres personnes qui avaient acheté cette application. C'était comme si elle me trompait. Elle était heureuse sans moi. J'ai tout de suite désinstallé le programme. Je l'ai détruit. J'étais jaloux, docteur. C'est normal, la jalousie dans un couple, Davy. Oui, je sais, mais je ne voulais pas revivre ça, subir à nouveau ce genre de désagrément. Ils détruisent mon âme. Mais c'est quand même ce qui vous est arrivé, lui répétai-je autant dépité que lui. Oui, docteur, même avec une compagne artificielle. Que pouvez-vous faire? Ne vous inquiétez pas, Davy, j'aurai bientôt un remède pour faire cesser cela. Je vous propose que l'on se voie un peu plus tard. Oui, à quelle heure? 17h30, ok? Oui, docteur, j'attendrai dans le couloir, devant votre cabinet. Je l'entendis se lever tout en prononçant cette phrase. Puis il sortit en rajoutant un « À tout à l'heure, docteur », plein d'espoir. L'espoir, c'est ce que mes deux jeunes patients voyaient en moi avec une expectative qui leur était étrangement commune. De petits signes, des détails qu'ils partageaient m'avaient aussi quelque peu troublée, et je crus bien comprendre qu'ils ne souhaitaient pas que je me rende dans leur chambre. À cause de tout cela, je pris la décision de les voir en face à la prochaine séance. Après cette seconde entrevue, je remontai dans ma chambre pour me reposer un peu. J'étais énervée, fatiguée, la courte sieste ne m'avait pas suffi. Allongée sur ce confortable matelas, je m'endormis à nouveau. Je rêvais de l'Irlande, un pays que j'avais sûrement déjà visité, car les images étaient assez précises. Je vis un drapeau vert, blanc, orange, qui flottait fièrement sur le toit d'un pub à la façade rouge, peinturlurée de plusieurs marques d'alcool. Tout autour du débit de boissons, de vastes champs d'herbe étalaient leurs trèfles en s'interrompant sur l'arête de falaises calcaires qui plongeaient avec style dans l'écume d'un océan fougueux. Dans cette belle et sauvage ambiance onirique, je restais là, sous un crachin, devant la porte de ce pub implanté au milieu des champs, comme si l'accès m'en était interdit. J'entendais toutefois, en sourdine, de la musique irlandaise jouée par des musiciens virtuoses, applaudie par des clients chanceux, qui devaient boire de bonnes bières brunes et siroter d'excellents whisky de 20 ans d'âge. Je ne savais trop quels instruments c'étaient, mais j'aimais cette sonorité musicale. Elle me câlinait malgré la pluie froide qui trempait mes vêtements. Tout à coup, il revint, cet air qui tournait dans ma tête et qui semblait appartenir à ma secrétaire. Le crachin s'arrêta, le rêve se fractionna, les images devinrent floues, indistinctes, de plus en plus confuses. Je me réveillai en sueur. C'est alors que le chantonnement résonna dans le couloir. Ce n'était pas dans mon rêve que je l'avais entendu. En fait, il m'avait réveillée. J'accourus vers la porte et l'ouvris prestement. Je tombai nez à nez avec Catherine. « Docteur, vous allez bien? Vous transpirez? Vous avez de la fièvre ?» Non, Catherine, je ne pense pas. C'est bien vous qui fredonniez à l'instant? Bien évidemment, docteur, c'est mon air, je vous l'ai déjà dit. Ah mais, pardon, je vous ai réveillé peut-être. Oui, au fait, quelle heure est-il? Il est 18h, docteur. Quoi? Mince alors, j'ai raté mes rendez-vous. Mince, criai-je. Puis je pinçai le haut de mon nez en fermant les yeux. Ne vous inquiétez pas comme ça, docteur, ce n'est pas grave. Vous êtes dans un monde sensuel, vous avez tout votre temps, me dit-elle avec un magnifique sourire et une intonation tellement insouciante que mon cœur reçut l'information bien avant le reste de mon entendement. Elle me prit la main en signe de réconfort, et en un éclair, son charme fondit sur moi comme la voie lactée d'une nuit sans lune sur le pic d'une montagne. Je crus à cet instant que j'allais tomber fou amoureux d'elle. Son gracieux et puissant charisme m'éblouit. Plus qu'un corps, elle était une âme, plus qu'une âme, l'amour. Soudain, une règle de vie me fut adressée par un petit ange aux fines ailes blanches qui vint inopportunément au-dessus de ma tête. Pas de relation charnelle avec les collègues de travail, me communiqua-t-il au moyen d'une bulle, comme dans une bande dessinée dont je me rappelais vaguement. C'était peut-être une convention morale que je m'étais fixée avant mon amnésie.
Honnêtement, je me serais bien passée de cet impromptu recouvrement de mémoire. Et par la même occasion de cette drôle d'apparition évangélique. Lorsque la vision séraphique eut disparu, je demandai à Catherine « Un monde sensuel, pourquoi dites-vous cela ?»« Bien oui, docteur, vous êtes dans un monde sensuel, c'est ici que vous travaillez. » me répondit-elle, toujours avec ce somptueux sourire, ce regard débordant de franchise et cette insouciante conviction. Honteux, je cédai encore et m'interdis de lui demander si elle avait vu comme moi le message ailé. Je rétorquai avec une telle hypocrisie que je fus étonnée de pouvoir déballer aussi aisément ce genre d'imposture. « Ah, mais oui, bien sûr, Catherine, où avais-je la tête ?» Je lui lâchai la main avec désolation. Elle rejoignit les escaliers en chantonnant sa mélodie avec une justesse si raffinée qu'elle semblait léviter solennellement. Je crus bien la voir flotter au-dessus du parquet, tant ses pas étaient limpides et sereins. Sa blouse blanche épousait les rondeurs de ses hanches avec une telle délicatesse et une telle élégance que je ne pus m'empêcher de la désirer ardemment. Je fus presque malade de devoir me détacher de sa présence. Juste avant de fouler la première marche, elle se retourna vers moi pour me dire avec simplicité « Docteur, vous devriez aller voir Yanka dans la chambre 8. Moi, je vais tenter de faire un pacte avec Dieu. Je vous verrai plus tard. » Et elle disparut dans les escaliers en ne laissant que l'odeur de son parfum pour me satisfaire. Je fus on ne peut plus surpris qu'elle puisse converser avec le Tout-Puissant, mais j'avais moi-même reçu le message d'un ange, donc... Quoi qu'il en soit, j'étais tellement subjuguée par la pure beauté de ma secrétaire que j'en perdis la notion des choses, bien que ce concept n'eût plus beaucoup de valeur à cet instant. Je regagnai ma chambre à toute allure, comme si des meutes d'amour me poursuivaient. Puis je m'allongeai sur le lit, car mon cœur battait si vite qu'il fallait modérer sa fréquence sévèrement passionnée. Lorsque cela se calma, j'en revins à ma conscience professionnelle. Je m'en voulais d'avoir raté mes rendez-vous. Qu'allaient penser mes patients de moi? Que je n'étais pas sérieux, non impliqué, que leur cas m'importait peu? J'étais mal à l'aise, je devais m'en excuser. Je décidai de faire mon mea culpa avant le dîner en me présentant directement dans leur chambre. Ainsi, je visiterai Yanka par la même occasion. À cet instant, je sentis une drôle de chaleur envelopper mes oreilles. Ce fut désagréable et plaisant en même temps. Je n'en tins pas vraiment compte et descendis au 3e étage avec cette nouvelle sensation auditive. En foulant tranquillement les marches, j'entendis quelqu'un chanter avec une voix gutturale, dans une langue qui ne m'était pas familière. « Mais bien sûr, c'est Yanka, la jeune Bulgare », me dis-je en me rapprochant du 3e étage. Arrivé en bas de l'escalier, je me retrouvai devant une porte agitant bruyamment ses 2 battants. Quelqu'un venait de pénétrer dans le couloir des chambres 8. « Yanka ?» appelai-je en pénétrant à mon tour dans ce corridor sombre. Tandis que je cherchais l'interrupteur, j'entendis encore cette voix, entremêlée d'autres sonorités indistinctes. « Yanka !» Aucune réponse. Je trouvai finalement l'interrupteur, mais ne réussis à l'actionner qu'après avoir porté 3 coups secs sur le morceau de plastique rond. L'ampoule s'alluma enfin. J'aperçus furtivement le bas de la robe de la jeune Bulgare s'engouffrant dans l'unique chambre de cet étage. La porte se ferma en claquant. Le long couloir était identique à celui de mon cabinet. Même parquet, même mur bicolore, mais il ne contenait qu'une seule porte. Je m'en approchai péniblement avec une appréhension qu'il me sembla n'avoir jamais ressentie auparavant. J'avais peur, oui, peur d'une porte. Je me dis alors que je m'étais trompée d'étage, que j'avais avalé trop de marches dans cet escalier et que j'étais sûrement descendue jusqu'au second. Je regardai derrière moi pour vérifier l'écriteau de la porte ballante qui couinait encore, mais je vis bien l'inscription « 3e étage ». Soudain, j'entendis grincer la poignée. Je me retournai, la fixai, et vis qu'elle était surmontée d'un numéro 8, maladroitement peint en rouge. C'étaient les fameuses chambres, les chambres numéro 8, avec une seule porte. Allez, ce n'est rien, c'est normal. Ton amnésie t'a définitivement masqué les réelles valeurs de ce monde. Tiens bon, me dis-je encore une fois pour élancer mon courage décousu. Ce que j'ignorais, c'est que la courte minuterie de l'interrupteur allait atteindre son point zéro. La lumière s'éteignit à nouveau et je me retrouvai dans le noir. Les voix et les sonorités reprirent de plus belle, plus fort, plus près.
C'était plutôt agréable, familier. Mais oui, je connaissais cette musique. C'était la mélodie qui trottait dans ma tête. C'était l'air de Catherine. Il résonnait esthétiquement dans la pesante obscurité de ce mystérieux couloir. J'actionnai cette fois l'interrupteur avec apaisement, bercé par l'air de ma secrétaire. Lorsque la lumière éclaira l'unique porte 8, je vis 2 jeunes garçons et une jeune fille sortir de cette chambre en se tenant par la main. Ils se postèrent tous les 3 devant moi en me regardant avec des sourires énigmatiques. Les garçons étaient vêtus d'une camisole en toile blanche aux manches non liées, et Yanka resplendissait avec son costume aux couleurs vives. Ce qui me plongea dans l'effroi, c'est qu'ils avaient tous les 3 le même visage. L'air de Catherine cessa en même temps que ma stupéfaction. « Allez, ce n'est rien, me dis-je encore et encore. Tenant bon, je leur demandai en déguisant mon désappointement. Vous êtes Stuart, Davy et Yanka ? Oui, et c'est ici que je veux être, c'est ce dont j'ai besoin, me répondirent-ils à l'unisson. Je ne compris pas Yanka, mais j'imaginais qu'elle avait prononcé cette phrase dans sa langue. Les 3 uniques, alignés entre les murs bicolores, à quelques pas de moi, me répétèrent « C'est ici que je veux être, c'est ce dont j'ai besoin. » Oui, je sais, je suis là pour vous soigner. C'est ici que je veux être, c'est ce dont j'ai besoin. Je suis désolée, je me suis endormie, j'ai raté nos rendez-vous. Nous pourrons reprendre demain matin. C'est ici que je veux être, c'est ce dont j'ai besoin. Ils ne cessèrent de répéter cette phrase jusqu'à ce que cela m'irrite, jusqu'à ce que cela me heurte, jusqu'à ce que cela en devienne... Mais oui, c'était encore ça. C'était devenu l'air qui me trottait dans la tête. C'était l'air de Catherine. Il prononçait cette phrase en chantant l'air de Catherine, celui qui tournait dans mes oreilles chaudes. Et sans savoir pourquoi, je me suis mise à fredonner cette mélodie avec eux. Nous étions tous les 4 dans cet étroit couloir aux chambres 8 et nous chantions ensemble. Quant à Yanka, elle se mit à chanter autre chose dans sa langue, avec encore cette voix gutturale, mais ça collait bien avec nous. J'entendis aussi de la musique irlandaise s'insérer harmonieusement dans notre refrain. J'étais comme hypnotisée, je ne pouvais m'arrêter, je me sentais bien. Et si mon amnésie était sur le point de me quitter ? J'embrassais l'espoir de retrouver le monde tel que je l'avais laissé grâce à l'étrange récital que nous donnions dans ce corridor, qui fut à nouveau plongé dans le noir. Curieusement, la lumière revint aussitôt, sans que je n'aie dû actionner l'interrupteur. C'était Catherine qui nous avait rejoints. Elle vint posément à mes côtés pour me dire, toujours avec ce sourire, cette âme ouverte entre ses lèvres d'un rouge délicat et brillant, « Eh bien, voilà, docteur, vous les avez retrouvés, vos patients. » Je ne répondis pas, car je ne pouvais stopper mon chant. Mais entre nos superbes notes aux intervalles rythmiques sublimés, je l'entendis quand même nous dire avec tendresse « Je vous aime tous, et vous me le rendez bien. » Catherine sortit alors un petit miroir de sa poche, identique à celui de la vieille dame dans le parc. Elle me le plaça lentement devant les yeux. Ce que j'y découvris me glaça le sang et me soulagea en même temps. J'avais le même visage que celui de mes patients. Ce fut une telle sensation, un tel saisissement et une telle contradiction que la notion de paradoxe en devint obsolète. De quoi m'étudier dans toutes les facultés de psychologie pendant des siècles. Je compris, séance tenante, que mon amnésie allait disparaître et que je découvrirais la vérité. C'en était trop. Le monde réel devait être bien plus envoûtant, bien plus magique et bien plus féerique que celui d'une rationalité monotone que j'entrevoyais depuis ce handicap. Je réussis à interrompre mon chant et demandai simplement à Catherine « Qui suis-je ? Vous êtes le docteur Cosme et je vous connais depuis toujours. Où suis-je ? Vous êtes dans le monde sensuel, mais si vous êtes arrivé à cet étage, c'est que vous allez bientôt rentrer chez vous. » Chez moi, je ne saisis pas bien, Catherine. Vous ne comprenez pas, Cosme ? Mais comprendre quoi, Cathy ? Vous savez de quoi je souffre ? Pourquoi riez-vous ? C'est parce que vous m'avez appelée Cathy. Cela prouve que vous êtes sur la bonne voie. Vous ne souffrez de rien.
Vous êtes dans le monde sensuel, c'est tout. Écoutez, écoutez ces chants, me dit-elle tout en fermant les yeux. Je prêtai attentivement l'oreille et j'entendis 2 autres voix féminines rejoindre celle de Yanka. Les 3 sons formaient une diaphonie et une dissonance inhabituelles, mais d'une richesse harmonique sans précédent. Je perçus un métissage musical dont seuls les artistes, dans ce qu'ils ont de plus enchanteur et de plus fédérateur, ont le secret. Oh, c'est beau, Catherine, c'est ça le monde sensuel? Ah oui, Cosme. Je la fixai dans les yeux et son regard refléta ma propre sensibilité. C'était comme si elle avait décodé mon âme. Ce fut sublime, magique, d'une rare complicité. L'alliance que j'explorais depuis toujours, celle que nous cherchons tous. C'était l'accord parfait. Allez voir dans les chambres 8, mon cher ami, vous comprendrez, me dit-elle en effleurant mes épaules de ses mains tièdes de bienveillance. J'avançai alors vers la porte et les jeunes me firent place en disparaissant comme s'ils glissaient dans un brouillard ou comme la fumée d'un feu d'automne. Je regardai à l'intérieur des chambres et commençai à comprendre. Que voyez-vous, Cosme? Je me vois là, juste avant cette amnésie. Je suis allongée sur un lit, j'ai des écouteurs sur les oreilles et des notes de musique flottent en tournoyant au-dessus de moi. Que faites-vous là, Cosme? Oh, non, non, Cathy. Oui, Cosme, j'ai du mal à croire ce que je vois. C'était exactement ça, Cosme. Vous ne fredonnerez plus dans cette clinique alors? C'est vous qui en déciderez, comme vous le faites à chaque fois. Sachez que je vous aime. Je vous aime aussi, Cosme. Merci, merci pour tous ces moments, Kate. Voilà, tu nous vois bien maintenant. Lorsque tu rêveras de moutons, je reviendrai te voir. Elle s'approcha de moi et m'embrassa comme si j'étais un nourrisson en me chuchotant à l'oreille. À bientôt, Cosme. Tu sais tout l'amour que nous pouvons donner. Soudain, les murs disparurent autour de nous en explosant sans bruit. Je me retrouvai en suspension dans le vide et je la vis s'envoler en virevoltant comme une hirondelle entre les flocons de neige qui valsaient dans l'air en formant 50 mots. J'atterris ensuite en douceur sur ce lit. Puis je compris définitivement mon cas, en voyant les murs et le mobilier se matérialiser autour de moi. Une amnésie? Non, c'était autre chose. Juste avant de pénétrer dans cette clinique par ce grand portail grippé, je n'étais pas dans un avion, j'étais seule chez moi, avec un casque sur les oreilles. J'écoutais cet air en boucle, cet air de Catherine, de Kate. J'avais monté le son, j'étais pris dans la mélodie, tellement envoûté que j'en avais perdu un peu la raison. Ses paroles, son histoire et son raisonnement m'avaient transporté dans cette drôle de clinique psychiatrique, qui n'était rien d'autre que le berceau, l'endroit, les entrailles de ma perception émotionnelle. Ma sensibilité avait pénétré plus que de raison dans cette chanson, car elle m'aidait à me sentir moins seule. Oui, c'était ça, je n'étais plus seule. J'étais avec Stuart, Davy et Yankee. Kate me les avait présentés. Les chansons nous aident lorsque nos âmes s'égarent dans trop de peine ou trop de solitude. C'était bien mon cas. Voilà, moi, Dr. Cosme, éminent spécialiste en psychologie sentimentale de moi-même, j'étais juste dans ma chambre, écoutant l'album The Sensual World de Kate Bush, piste 8.